Voici mon livre préféré, Prout de mammouth. Aujourd'hui, on va parler de ça. Oui, une vidéo qui pue en perspective, et là on est vraiment tous concernés. Oui, tous. T'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. D'abord, un prout c'est quoi? Comment se forment les gaz à l'origine des flatulences? Quelle est la composition chimique de ce gaz? Pourquoi ça pue autant, surtout chez certains? Faut changer d'air. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut faire des gros proutes enflammés? Ou que faut-il manger pour avoir moins de gaz? Voilà les questions auxquelles nous allons tâcher de répondre aujourd'hui. D'abord, un prout, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est du gaz. À jeun, on a entre 100 et 200 ml de gaz dans le tube digestif. Après un repas, le volume de ce gaz augmente de plus de 60%. Tout ce gaz se répartit entre l'estomac, l'intestin grêle et surtout le côlon. Et vous vous en doutez, plus il va y avoir de gaz, plus il va falloir l'évacuer. Ce gaz a plusieurs provenances. On avale de l'air lorsqu'on parle ou qu'on mange et qu'on boit. Ça et les réactions chimiques ainsi que les fermentations bactériennes qui ont lieu à l'intérieur du tube digestif. Pour évacuer ce gaz, déjà une partie est consommée par les bactéries. Mais il y a bien sûr les éructations. C'est merveilleux. Oui, ce sont les RO. Et enfin, les évacuations rectales. Les proutes, quoi. Ouais, je sais, ça va pas voler bien haut, mais ne me blâmez pas, c'est pas ma faute si vous cliquez sur une vidéo qui parle des flatulences. Un peu de culture quand même, flatulence provient du latin flatus, qui signifie gaz ou vent. Tiens, j'ai un petit vent. Bon ok, on va mettre un peu de science dans tout ça, histoire de relever le niveau. Tout d'abord, de quels gaz sont composés vos proutes? On peut recueillir les gaz qui sortent de votre petit derrière grâce à une sonde rectale, puis on peut les analyser par chromatographie en phase gazeuse. Et oui, des scientifiques s'en sont chargés pour notre plus grand bonheur. Que découvre-t-on alors? Déjà que ça sent pas bon, ça c'est certain, mais maintenant nous allons pouvoir dire la faute à qui. Voici la composition moyenne d'un prout humain. Pour 99% du total, nous allons principalement y trouver déjà de l'air qu'on a avalé, donc pas mal d'azote et d'oxygène, du dioxyde de carbone, du méthane et du dihydrogène. Ces deux derniers gaz sont inflammables, donc bien utiles pour les pratiquants de paix enflammée. Et les 1% restants, sans mauvais jeu de mots, c'est là que ça sent pas bon. Ce sont les composés sulfurés. Le sulfure d'hydrogène qui a une odeur d'œuf pourri, le méthanthiol qui a une odeur de chou pourri, et enfin le sulfure de diméthyle qui a une odeur de chou cuit. Ces trois-là ensemble, c'est plutôt sympa. Et donc ceux-là, même à très faible concentration, ils sentent vraiment fort. Voilà, là je pense que c'est le bon moment pour vous demander d'envoyer cette vidéo à un ami qui pue du cul. Alors, comment se forment ces gaz et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut améliorer la situation? Intéressons-nous maintenant à la formation de ces gaz dans votre délicate carcasse. Pour comprendre ça, je vous fais un rapide topo sur le chemin que va suivre votre repas dans le tube digestif après dégustation. Tiens, au hasard, on va prendre le cassoulet que vous venez de manger. Dans le tube digestif, les aliments vont être successivement traités dans 3 compartiments. L'estomac, l'intestin grêle et enfin le côlon, aussi appelé gros intestin. Examinons ce qui se passe dans chacun d'eux. Avant de commencer ce voyage, vous devez comprendre qu'au niveau chimique, la digestion doit permettre de découper les grosses molécules contenues dans les aliments, ici du cassoulet en l'occurrence, en toutes petites molécules car ce sont elles qui pourront être utilisées par l'organisme pour produire ou stocker de l'énergie par exemple. D'abord, dans l'estomac, les aliments sont brassés, concassés et mélangés au suc gastrique qui contient entre autres de l'acide chlorhydrique. À ce niveau, les grosses molécules contenues dans les aliments commencent à être découpées en molécules plus petites, mais pas encore assez petites pour pouvoir être absorbées. Ensuite, il y a une vidange gastrique qui permet à tout ce mélange acide, qu'on appelle le chyme, de passer dans un second compartiment qui réalise l'essentiel de la digestion et de l'absorption des nutriments, l'intestin grêle. La partie supérieure de l'intestin grêle se nomme duodénum et c'est à ce niveau qu'arrivent de nombreux tuyaux provenant du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire, libérant alors tout un cocktail de composés chimiques, des hormones, des ions hydrogénocarbonates et surtout des enzymes. Alors, je vous le donne en cadeau, voilà déjà une première source de gaz. Le chyme très acide réagit avec les ions hydrogénocarbonates par réaction acido-basique, ce qui va former d'importantes quantités de dioxyde de carbone. Il y a aussi les acides gras issus des graisses que vous avez ingérées qui vont faire le même type de réaction, donc voilà déjà une première source de gaz. Et il va bien falloir l'évacuer. Mais ça c'est que le début et clairement le gros de l'histoire arrive un peu après. Revenons au devenir de notre cassoulet. Je vous ai également dit que le chyme allait être mis en contact avec tout un tas d'enzymes. Pour ce qui nous concerne, les enzymes agissent sur les molécules comme des petits ciseaux très précis capables de les découper exactement là où il faut pour rendre possible la digestion. Grâce à toutes ces enzymes, le découpage des molécules se poursuit et en principe, les molécules suffisamment découpées vont être absorbées.
c'est-à-dire qu'elles traversent la paroi intestinale pour rejoindre le sang qui les transportera là où on a besoin d'elles. Mais le truc, c'est qu'en pratique, toutes les molécules ne sont pas suffisamment découpées, et c'est pour cette raison qu'un funeste destin les attend. Prout d'antilope, lion en syncope. Oh non, oh ça pue. Le contenu intestinal restant arrive ensuite dans le troisième compartiment, le côlon. Cette dernière partie du tube digestif présente une particularité qui aura son importance pour la suite, c'est qu'il abrite une quantité absolument titanesque de bactéries. Beaucoup plus que l'estomac ou l'intestin grêle. Cette foule de bactéries constitue ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Et toutes les molécules qui n'ont pas fini d'être découpées dans l'intestin grêle, nos bactéries vont se faire un plaisir de les bouffer pour finaliser la digestion. Et cela va former de nombreuses molécules, lactate, acétate, butyrate qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, mais notamment les gaz qui nous intéressent, le dihydrogène, le méthane, le dioxyde de carbone et les bien-aimés gaz sulfurés qui donnent à vos flatulences cette odeur nauséabonde. Prout d'hippocampe. Oh non, ça pue. La grosse baleine. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, les amis. Vous pouvez vous décharger de cette responsabilité d'émettre ces infâmes gaz, car techniquement, c'est pas vous, mais votre microbiote qui les forme. Seuls les éléments non digérés, couplés à certaines quantités de bactéries, vont former ce qui finira par sortir, les excréments. Oui, alors je sais, on n'était pas là pour parler de caca, mais bon, oui, votre caca grouille de bactose, et il est vivant, donc n'oubliez pas de lui dire au revoir avant de tirer à chasse d'eau. Au revoir, caca. Bien maintenant, pourquoi certains aliments comme les haricots de votre délicieux cassoulet font-ils péter plus? Oui, je sais, vous aimez le cassoulet, mais bon, maintenant, va falloir assumer. Là, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Certains fruits et légumes, notamment les légumineuses, contiennent des glucides compliqués à digérer. Les glucides désignent les molécules de la famille des sucres. On les appelle aussi des saccharides. Cette dernière appellation, saccharide, vous rappelle sans doute le saccharose qui désigne le sucre de table. On dit que le saccharose est un disaccharide, c'est-à-dire qu'il est composé de deux monosaccharides, ici en l'occurrence un fructose et un glucose. Pour que ce soit lisible par tous, je vais représenter le saccharose comme cela, avec F pour fructose et G pour glucose. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'intestin grêle, seules les molécules suffisamment découpées peuvent être absorbées. Dans le cas des glucides, ils ne peuvent être absorbés que sous forme de monosaccharides, comme le glucose, ou le fructose, ou le galactose. Le saccharose est très bien digéré car nous possédons tous l'enzyme saccharase qui permet de le découper en deux monosaccharides, un fructose et un glucose. Revenons alors aux haricots de notre bon cassoulet. Les haricots contiennent deux saccharides très mal digérés en importante quantité, le stachyose et le raffinose. Ces deux molécules sont ce que l'on appelle des oligosaccharides. Cela signifie qu'ils sont composés de plusieurs monosaccharides. Le problème, c'est que ces deux grosses molécules résistent particulièrement bien à la digestion. Pour comprendre pourquoi, prenons l'exemple du raffinose, un trisaccharide composé d'un fructose, noté F, d'un glucose noté G et d'un galactose noté Ga. D'où la représentation simplifiée suivante. Comme nous l'avons vu avant, l'enzyme saccharase permet de couper la liaison entre le fructose et le glucose. Le fructose pourra donc être digéré, mais c'est la liaison entre le glucose et le galactose qui pose problème. L'enzyme pour la couper est la galactosidase. Or, on ne possède pas cette enzyme, ce qui empêche d'absorber le disaccharide restant. Il ira donc dans le côlon où il sera fermenté par les bactéries et on fera des gros proutes. Le principe est exactement le même pour le stachyose qui est un tétrasaccharide. Seule la liaison entre le fructose et le galactose peut être coupée, il reste donc un trisaccharide non digéré qui sera dévoré dans le côlon par les bactéries. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'a pas les bonnes paires de ciseaux pour découper ces oligosaccharides présents dans les haricots. Ils atteignent donc le côlon sans avoir été découpés en plus petits morceaux, et ce sont les bactéries qui vont faire le boulot, produisant d'importants volumes de gaz, et donc les gros proutes qui vont avec. Finalement, l'excédent de gaz que vous allez libérer en pétant sur vos convives provient en très grande partie de la digestion incomplète de ces oligosaccharides. Le degré de maldigestion varie bien évidemment selon les aliments, en fait plus précisément selon le type de glucides qu'ils contiennent. Alors évidemment, on est forcé de se demander, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter cette inconvenance tout en consommant les haricots? Il y a bien une possibilité qui est de les faire tremper avant la cuisson. Cela peut permettre d'éliminer une partie des oligosaccharides dans l'eau de cuisson. Alors ça ne résout pas complètement le problème, mais vous péterez probablement un peu moins. Et il existe aussi un complément alimentaire, le bino, que l'on peut prendre avant de manger des haricots et qui contient une enzyme permettant de découper et donc de digérer ces oligosaccharides avant qu'ils n'atteignent le gros intestin.
Cette enzyme est une galactosidase dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Si vous voulez savoir pourquoi alpha-galactosidase, je vous l'explique dans le descriptif de la vidéo. Les haricots, s'ils vous font péter beaucoup plus, ils ne rendent pas forcément vos pets plus malodorants, parce que les glucides contiennent pas d'atomes de soufre, donc vous allez surtout péter plus de dioxyde de carbone, de méthane et de dihydrogène. Alors, et ça soulève la question, quels sont les aliments qui produisent les gaz les plus malodorants? Alors si votre but c'est de sortir des killer proutes pour faire fuir les foules, orientez-vous plutôt vers des aliments contenant des composés sulfurés. Bah oui, plus vous allez manger de composés sulfurés, plus vos flatulences en contiendront. Et ce sont eux qui puent vraiment. Ail, oignons, choux et brocolis sont donc vos amis pour empester vos soirées. Prout de canard, seul dans la mare. Oh non, ah ça pue. Oui, je sais, j'ai des lectures très matures. Je vous ai déjà parlé des effets malencontreux qui surviennent après ingestion d'ail ou d'oignon dans d'autres vidéos. Je me vengerai, tu vas puer de la gueule. Donc si ça vous intéresse évidemment, vous trouverez des liens en description. Alors qu'en est-il des produits contenant du lactose? Parce que là aussi il peut y avoir du prout. Le lactose présent dans les produits laitiers, c'est un disaccharide facile à digérer quand on a l'enzyme adéquate pour le découper, qui s'appelle la lactase. Cette lactase permet simplement de transformer le lactose en 2 monosaccharides qui peuvent alors être absorbés. Et de nombreux adultes absorbent mal le lactose car ils ne produisent plus cette enzyme. Dans ce cas, le lactose ne peut pas être absorbé, il va alors être fermenté dans le côlon, et ce qui va produire du gaz comme on l'a dit tout à l'heure. Pour certaines populations, suite à la domestication des animaux producteurs de lait, les mutations génétiques du gène qui régule la production de lactase se sont propagées de sorte que ces populations continuent à produire cette enzyme, même à l'âge adulte. À titre d'illustration, plus de 90% des Européens du Nord ne connaissent pas cette baisse de production de lactase, et au contraire, dans les régions où la consommation de lait est restée faible ou absente, les individus dont la production de lactase diminue à la fin de la petite enfance sont beaucoup plus nombreux, et ceux-là auront plus de mal à tolérer le lactose. Et ouais, ils peuvent pas le digérer, donc... Alors pourquoi certaines personnes pètent plus que d'autres? Déjà, on va tous se mettre d'accord, on pète tous. On estime la moyenne à 14 pets par jour. En gros, selon les individus, ça varie évidemment entre 10 et 20. Donc a priori, si vous êtes dans cette fourchette-là, c'est que tout va bien. Et toi, t'es plutôt vers 10 ou vers 20? Il y a effectivement une grande variabilité d'un individu à l'autre. Je pense qu'avec ce que l'on a vu, vous comprenez aisément que cela tient principalement à la composition de votre microbiote intestinal et à votre alimentation. S'il est compliqué d'influencer le premier, vous pouvez au moins choisir ce que vous mangez. Donc faites un petit effort s'il vous plaît. L'alimentation joue vraiment un rôle énorme. Il est possible de multiplier par 2 ou par 3 la production des gaz, surtout le dioxyde de carbone, le dihydrogène et le méthane, avec un régime flatulogène. En gros, en mangeant principalement des glucides mal absorbés... Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Alors que faire si on a trop de flatulence? Eh bien, peut-être qu'on pourrait récupérer tous vos proutes, utiliser le méthane qu'ils contiennent pour faire un petit tour en bagnole. Non, allez. Soyons sérieux, je me suis amusé à faire le calcul. Si pendant 75 ans on récupérait tout le méthane et le dihydrogène que vous pétez, cela permettrait de récupérer l'énergie pour faire une 60aine de kilomètres en voiture. Et 75 ans à récolter vos proutes, c'est un petit peu long. Par contre, avec des vaches qui émettent environ 500 litres de méthane par jour, c'est beaucoup plus intéressant. Et cette fois, c'est très sérieux, certains le font d'ailleurs. Je vous laisse des liens en description si vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Bref, si vous avez trop de flatulence, je vous conseille simplement un régime pauvre en aliments flatulogènes. Pour ce qui concerne les glucides, le seul qui est totalement absorbé, sachez que c'est le riz. On conseille souvent d'exclure les boissons gazeuses, mais en fait ça repose sur aucune preuve scientifique. Le gaz absorbé dans ces boissons, c'est du dioxyde de carbone, rapidement absorbé au niveau du tube digestif, s'il n'est pas éructé. En revanche, la station debout et l'activité physique régulière facilitent le transit intestinal et diminuent un peu les flatulences. Donc là, solution facile à mettre en place. Si vous avez un repas avec la belle famille et que c'est l'odeur qui vous gêne, il existe aussi des dispositifs externes, des sortes de slips, pour absorber certains gaz. Le plus efficace serait le slip fabriqué avec des fibres de carbone qui piègent le sulfure d'hydrogène et le méthanthiol. Faites quand même attention, il y a pas mal d'arnaques sur ce genre de produit. Ah, et que dire des pets enflammés? Tout le monde ne peut pas en faire. Environ 30 à 40% de la population produirait suffisamment de méthane pour enflammer ses proutes. Et là aussi, ça dépend des bactéries qu'il y a dans votre microbiote intestinal. En particulier, il faudra avoir suffisamment de bactéries méthanogènes, celles qui produisent du méthane, et bien évidemment, ça dépend là aussi de ce que vous mangez. Ah, j'ai eu la question sur Instagram, donc dédicace pour Romain. Pourquoi certains proutes sont chauds? Alors là, je suis pas totalement sûr, mais d'après moi, ce serait les proutes lents, quand on n'envoie pas tout le gaz d'un coup. Le gaz encore chaud qui sort a plus de temps pour transférer son énergie thermique vers la peau des fesses, que le gaz des proutes rapides et explosifs. Et d'ailleurs, mieux vaut éviter que ça soit trop explosif, pas la peine que je vous fasse un dessin. Prout de dragon.
trou dans le caleçon. Bon allez, si vous êtes resté jusqu'ici, petite info cadeau. Le record du paix le plus long est de 59 secondes, détenu par Paul Hotfield, aussi dénommé Mr. Methane. Donc si quelqu'un veut tenter d'atteindre 1 minute, qu'il se lance. Voilà les chimistes, je pense qu'on en a suffisamment appris sur les proutes pour aujourd'hui. C'est évidemment pas exhaustif, mais j'espère vous avoir donné une bonne vue d'ensemble de la chimie du prout. Et comme d'habitude, on continue d'échanger dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie très sincèrement de la partager avec vos amis qui ne sentent pas bon du derrière. Je voudrais également en profiter pour remercier mes collègues et amis qui m'aident dans la production des vidéos et notamment pour cette vidéo, pour la relecture. Donc je tiens à remercier très sincèrement Viviane de la chaîne Syllabus, Rémi que vous pouvez trouver sous le nom Brucicor sur Twitter, Robin Isnard aussi que vous pouvez trouver sur Twitter, YouTube, Didier Ress pour tous nos échanges et la lecture passionnante qu'il m'a envoyée sur les flatulences. Une mention particulière pour Dimitri Garcia de la chaîne Biologique qui m'a donné un gros coup de main pour certains petits détails de ce script. Donc voilà, vraiment merci à eux. C'est toujours super cool de pouvoir travailler en équipe avec un petit peu d'aide. Les amis, nous voilà maintenant 25 000 sur cette chaîne YouTube. C'est incroyable, j'arrive vraiment pas à me le représenter. Donc vraiment un immense merci pour votre soutien et votre confiance. C'est avec plus en plus de passion que je produis ces vidéos. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc vraiment merci. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de fêter ces 25 000 abonnés avec la chimie du prout. Si vous souhaitez avoir plus de contenu en chimie, rendez-vous sur mon site internet blablaro-chimie.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.